Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir et à toutes auditeurs, auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé toujours une très belle heure à écouter Chrysanthème avec Yann aux commandes. Comme il vous l'a si bien introduit, voici l'heure des sports, de transpirer ce soir derrière votre poste radio et nous derrière nos micros. Une nouvelle émission du Campus Sport Club et comme tous les soirs, jamais bien seul Adrien en studio, avec Maxime qui enchaîne, qui est en train de faire une belle série. C'est ma 5e, j'ai calculé, c'est la 5e. De suite, c'est ça. Ça va, Adrien ? Tu vas avoir le trophée du plus assidu de la saison. C'est possible. Je sais plus à qui je l'ai décerné l'an dernier, mais la personne s'en souvient. Marine est pas mal quand même. Marine est pas mal aussi. Mais Marine, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Mais justement, Marine, ça fait 2-3 semaines où Maxime a pris le pli. Et Gaëtan qui nous fait le plaisir aussi d'être là ce soir. Bonjour à toutes et à tous. À toutes et à tous. C'est gentil. Petite émission à 3, donc comme la semaine passée. On va revenir sur un format de toute façon très standard avec ce soir, comme la semaine passée, de la Ligue des Champions pour commencer, avec les résultats qui arrivent dans un instant. Il y aura des news, un petit débat, évidemment un peu compliqué de passer à côté. Désolé Gaëtan pour ça aussi. C'était pas forcément ton souhait numéro 1, c'est ton souhait numéro 2. Ça va. On va parler un peu Mbappé, évidemment, ce soir. Et on finira avec, non pas un moment nordiste, mais un petit jeu entre mes deux camarades du soir qui vont se défier à travers quelques questions aussi footballistiques. J'ai essayé de prendre un sport aussi, je me dis, sur les deux, ça peut se batailler, donc je pense ne pas m'être trompé. Waterpolo, on en parlera dans les résultats, mais je me voyais mal faire. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau parce que je pense que Maxime, a priori, a été très assidu ces derniers temps et a bien suivi l'actualité Waterpolo. Et on finira avec les immanquables, évidemment, et ceux-là seront présentés par Gaëtan. Mais tout de suite, résultats, retour sur cette soirée Ligue des Champions. Réunis dans les résultats du CSC. J'ai bien le refaire. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. C'est mieux là quand même. Ouais, c'est bien. C'est bien mieux. 2 matchs au programme ce soir de ces 8e de finale aller de Ligue des Champions qui se poursuivent. Il y avait déjà eu les mardis et mercredis soirs derniers. Là, ce soir, 2 matchs donc au programme. L'Inter Milan qui l'a emporté à domicile contre l'Atlético Madrid 1-0. But de Marco Arnautovic, le rentrant à la 79e minute de jeu. Et l'autre match du soir, c'était entre le PSV Eindhoven, qui était dans le groupe, souvenez-vous, de Lens, lors de la phase de poule, qui a tenu le nul à domicile face au Borussia Dortmund 1-1. Les Allemands de Dortmund qui avaient ouvert le score à la 24e minute grâce à Malen et l'égalisation sur pénalty en seconde période par Luc de Jong. L'inévitable grand attaquant hollandais. Pour l'instant, on va peut-être plutôt revenir sur on va dire, la plus grosse confrontation en termes d'affiche entre cet Inter Milan et l'Atlético Madrid. 1-0. Mine de rien, c'est peut-être ce qui était attendu de la part de l'Inter Milan, finaliste en titre et puis même en tête de la Serie A. Par contre, 1-0, c'est peut-être un peu court quand même avant de se déplacer au retour sur la pelouse de l'Atlético. Ouais, c'est court, mais c'est une victoire. Il y a un avantage d'un point. On a vu, c'était un match quand même assez fermé. Je crois qu'en première mi-temps, on est en dessous de. Enfin, moi, j'aime bien regarder les XG, mais on est en dessous de 0,5 XG sur la première mi-temps, mais ça se décante un peu en deuxième mi-temps. T'aimes bien les XG, toi. Ouais, j'aime bien les XG, c'est pas mal. Tu aimes bien les XG. Gaëtan, tu aimes bien les XG ?
Non. Non, l'expected goals. Pour préciser quand même, sait-on jamais. Mais L'expected goals, moi j'aime bien, mais ouais, on est en dessous de 0,5 XG, mais après le match était intéressant. On remarque quand même assez rapidement que l'Inter avait fait un gros focus sur Grisou, qui a été très bien muselé même. Donc ouais, dommage pour lui, mais après 1-0, voilà, c'est complètement rattrapable pour les hommes de Diego Simeone, mais ça reste un avantage d'un but pour l'Inter avant de se déplacer à Madrid dans 3 semaines. En tout cas, ce score, au vu de la physionomie de la rencontre, n'est pas illogique du tout. Pas du tout. L'Inter, j'entendais qu'il marquait au bout de son 17e tir de la soirée. L'Atlético qui n'a pas du tout su proposer offensivement. Donc c'est quand même score logique. On sait que l'Atlético sait bien tenir défensivement. Ils n'ont pris qu'un but finalement. Au retour, est-ce que pour autant vous pensez qu'ils vont réussir à en marquer 2 ces Madrilènes? Bah, c'est aussi pour ça, je peux dire que c'est peut-être aussi un mauvais résultat quand même pour l'Inter. Enfin, en mettre un comme a dit Maxime, parce qu'au retour, faut savoir quand même que l'Atlético à la maison, ils sont solides. Sur, je crois, les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires pour une défaite. Donc c'est quand même du solide à la maison. Et oui, je pense que l'Atlético peut clairement revenir sur le résultat et pourquoi pas gagner. Et l'autre match du soir, donc le PSV Eindhoven à domicile qui a su revenir dans la partie après avoir été mené au score en première période. En seconde mi-temps, donc 56e, ce but sur penalty qui permet au PSV de tenir le nul. Là aussi, plutôt contre-performance Dortmund ou bonne performance PSV sur ce match-là? Non, le PSV joue très bien en Eredivisie depuis le début de la saison. Ils ont genre 10 points d'avance, je crois, sur le deuxième. Ouais. Mais, en tête du championnat. Donc. Voilà, en tête du championnat, mais ça reste un bon résultat pour eux de ne pas perdre à domicile. C'était, je pense, qu'ils étaient venus chercher. Après, voilà, on sait que gagner à Dortmund, c'est jamais facile. Ça va être une grosse ambiance. Le mur jaune sera là, comme d'habitude. Et puis voilà, c'était, pour moi, en termes d'affiche, c'était le match qui me faisait le moins rêver sur les huitièmes. Ah non, sur tous les huitièmes confondus. De tous les huitièmes confondus, c'était le match qui me faisait le moins rêver. Copenhague City, même avec le rapport de force. Non, parce que c'est City, il y aura toujours du spectacle. Ils vont mettre un gros score au retour, ils vont mettre un 3 ou 4-0. Oui, mais moi, c'est dans cet aspect-là, justement, que de savoir qu'il y a un gros score, Il y a peu de rivalité, quoi. Ah, voilà. Tu veux dire en termes de suspense, quoi. Oui, voilà. En termes de suspense, forcément, Copenhague City me hype moins. Et si tu veux des buts, je pense que Copenhague, que PSV Dortmund me hype un peu moins en termes de ça. Mais après, voilà, le PSV a fait un bon match dans l'ensemble. Les joueurs prêtés de Dortmund ont été très très performants, Sancho et Madsen. Mais voilà, ça promet une belle opposition au retour au Signal Iduna Park et on verra bien ce que ça donne. Ouais, avant deux petites autres rencontres, les derniers huitièmes de finale que nous comptera Gaëtan à la fin de l'émission. Je reste un peu sur les résultats football avec forcément un petit retour sur la Ligue 1 de cette 22e journée disputée ce week-end avec 3e victoire de suite en championnat pour Lyon face à Nice pour débuter cette 22e journée. C'était vendredi soir, 1-0. Un succès permis grâce au Belge Aurel Mangala, buteur à la 22e minute, prêté par Nottingham Forest. Et surtout une victoire qui a suscité... Bon, du coup, cette superbe série pour Lyon qui se retrouve 11e au classement alors qu'il y a encore 3 journées de cela était quand même à patauger barragiste zone rouge. Mais surtout, en face, Nice et la colère qui est très vite montée de la part des dirigeants et des joueurs du collectif niçois, en tout cas sur l'arbitrage, jugé un peu lésé par monsieur Clément Turpin. Clément Turpin est arbitre à Lyon, ça fait souvent bon ménage ou pas bon ménage, c'est pas. Voilà, c'est un match raté de la part de Turpin, on va pas se mentir. Il y a deux trois trucs, il peut pas ne pas siffler. Après voilà, j'ai envie de dire, on est un petit peu habitué maintenant à ces erreurs d'arbitrage. Mais voilà, malheureusement, c'est terrible pour Nice parce que c'était une bonne occasion pour eux. Et puis on le verra après dans la suite des résultats. Mais Monaco n'a pas gagné. Donc voilà, mais ça aurait été une bonne opportunité pour eux de conserver leur 2e place. Et malheureusement, avec cette défaite un peu crève-cœur, ça leur difficile la tâche de cette fin de saison. Exactement sur quoi j'allais poursuivre. Le club de la Côte d'Azur perd surtout des points précieux contre ses concurrents directs qui, eux, ont fait le plein. Je parle notamment de Lille qui a gagné à domicile contre Le Havre 3-0 avec le triplé de monsieur Jonathan David. Ça fait toujours plaisir de revoir le Canadien à ce niveau-là. Paris aussi, samedi, donc le même jour que Lille, qui a remporté son match sur la pelouse de Nantes 2-0. Donc c'est 2 équipes qui ont assuré. Et puis pour finir toujours sur ses concurrents de haut de tableau qui ont eux gagné de leur côté, Brest qui a gagné dimanche en clôture avec cette victoire 1-0 à domicile contre l'OM, pourtant pendant une demi-heure à 10 contre 11.
Est-ce que c'est Brest qui surfe sur cette excellente dynamique cette saison, ou c'est aussi Marseille qui a été vraiment... qui est un peu dans le pathétisme ces derniers temps, qui n'arrive plus à gagner un match en 2024? On avait remarqué déjà sur le premier acte en Europa League que Marseille n'arrivait pas à tenir le score. Marseille a du mal, et là Brest, comme tu l'as dit, surfe sur pour l'instant une saison exceptionnelle. C'est la conjoncture, quoi. Ouais, par rapport aussi à leur statut. Je veux dire, leur statut, on peut se dire, alors ils méritent leur place, mais initialement ils sont pas faits. Enfin, Brest n'est pas fait pour être à cette place-là du championnat. Deuxième, en plus on en parlait en 2023 lors des premières émissions, on parlait aussi de la relégation de Lyon, on parlait aussi de est-ce que Brest va tenir cette place. On avait un peu mis dans le débat un peu cette comparaison avec Reims, comme l'année dernière avec Whitsteel. Et puis en fin de compte, Brest tient. Brest peut croire à l'Europe. Enfin, je veux dire... voilà. Alors moi, on avait justement eu cette discussion en antenne avec Maxime hier sur Europa League ou Ligue des Champions. Moi, je préfère franchement l'Europa League pour Brest. C'est vrai qu'il y a aussi deux écoles. T'as la première école qui peut dire on vise la Ligue des Champions, on va tomber sur une poule. Serait beau l'image qu'un petit club comme Brest, comme Leicester à une époque en Première Ligue, arrive à rester à ce sommet et gratte la Ligue des Champions. Mais on sait que pour nous, l'intérêt français, pour que les équipes aillent le plus loin dans ces compétitions, marquent des points et qu'on ait toujours accès à ces places européennes, ça serait un peu difficile d'assumer que Brest... pour le rapport financier, en tout cas, ça ferait extrêmement du bien. Brest, on a envie d'avoir ça. Et moi, même Brest, je préférais qu'ils aillent en Conférence League plutôt qu'en Europa League. Parce que je préférais voir un Lille en Europa League plutôt qu'un Brest. Ok, toi c'est pas plus sur l'image, c'est pas sur Brest en tant que tel, c'est plus à qui Brest prendrait la place en Europa League. Ouais. Et si c'est Lille, peut-être. Si c'est Lille, on voit que Lille est au-dessus du niveau Conference League cette année. Enfin, ils ont marché sur leur poule. C'est des équipes de l'Est notamment, très méconnues. Mais voilà, moi je pense que Brest, pour une première expérience européenne depuis je sais pas combien d'années, ils sont pas allés en Europe, mais une Conference League, ce serait déjà très très bien pour eux. Et même si j'aimerais bien les voir en Europa League pour le geste et tout, je pense déjà que cet été, ils vont être mitraillés de partout, pour Brassier, pour Lesmelou, pour Mounier, tous ces cadres-là. Ils vont recevoir on l'avait vu avec Mounier déjà il y a une dizaine d'années quand il était à Montpellier, mais Montpellier reçoit une offre de 15 millions d'Huddersfield qui vient de monter en Première Ligue. 15 millions, tu lâches Mounier, et derrière il redescend en Championship, il fait 5 saisons en Championship, et voilà. Mais voilà, je pense qu'ils vont être mitraillés de partout, et je pense Europa League ce serait très beau, et ça peut le faire, mais pour moi la Conference League ce serait peut-être la meilleure solution pour Brest. Moi je suis un rapport en fait de Ligue des Champions, peut-être un peu trop. Conference League là pour le coup, permettez-moi du terme, mais un peu foutage de gueule. Se déplacer vers les pays de l'Est, vous savez quoi, je préfère l'Europa League où il y a vraiment une chance, et en plus de ça il y a de bons adversaires. Je veux dire, aujourd'hui l'Europa League, quand on regarde les clubs qui y sont, franchement, ça a de la figure quand même. AC Milan, on a nos clubs français qui essayent de se débrouiller, du coup là qui se sont très mal débrouillés la semaine dernière. Tu vas peut-être revenir dessus, Adrien, mais voilà. Non, pas beaucoup de place pour s'éterniser trop sur le foot, donc je ne suis pas revenu forcément sur ces résultats de Coupe d'Europe de la semaine passée, mais peut-être qu'on fera surtout un bilan au vu de tous ces 8e et 16e de finale. Pour finir sur la Ligue 1 et le foot, donc avec cette victoire de Brest grâce à la 88e minute, à signaler quand même le but de Pierre Lesmelou qui arrive très tard, et du coup c'est aussi une belle victoire et un 11e match de suite sans défaite en championnat pour Brest. Mais dans les autres résultats, on a aussi eu, tu le disais Maxime, la défaite de Monaco, désormais 5e de Ligue 1, qui a perdu à domicile contre Toulouse 1-2. Et de l'autre côté, Rennes qui s'est imposé contre Clermont à la maison 3-1, ou encore les 100 et or lensois qui sont repartis de Reims avec le point du nul un partout, et là aussi encore des petites questions arbitrales et surtout autour de la VAR, mais voilà, toute cette belle petite Ligue 1 et ces places européennes qui se tiennent quand même, parce que Brest ont installé 2e, mais dauphin du PSG, mais Paris beaucoup trop loin, et en même temps Brest passe si loin de Lens qui est à flirter avec cette zone-là, donc tout peut se jouer, ça va être assez intéressant, mais on a un peu deviné entre qui vont se disputer ces places européennes. Lyon peut-être, mais on en reparlera beaucoup plus tard. Je change de sport enfin pour avancer dans ces résultats. Du tennis, avec un point sur quelques finales de ATP WTA qui se sont jouées ce week-end. Du côté des femmes, samedi, il y avait le WTA 500 de Doha. Et la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek, a remporté ce tournoi qatari samedi, donc face à la numéro 4 mondiale, Elena Rybakina, en 2-7, 7-6, 6-2 et 2h15 de match.
Là-dessus, pas de problème pour la numéro 1 mondiale et favorite. Et pareil, du côté de Rotterdam chez les hommes, cette fois pour le tournoi ATP. Vainqueur de son premier Grand Chelem en Australie il y a un mois, exactement. Yannick Sinner, l'Italien, a réussi son retour sur les cours en remportant un nouveau titre. Donc, il a disposé de l'Australien Alex de Minaur en finale du tournoi aux Pays-Bas. 7-5, 6-4 et 2 heures de jeu. Pour s'adjuger un 12e titre, 13e si on compte même les Next Gen Finals, ce premier tournoi qu'il avait gagné dans sa carrière, et son 4e ATP 500 après donc ce premier Grand Chelem. Biathlon quand même, pour revenir sur la magnifique deuxième semaine de nos tricolores, fin de ces 59e mondiaux depuis dimanche de biathlon, avec 2 nouvelles médailles glanées par le clan tricolore. La semaine dernière, rappelez-vous, il restait 6 épreuves à disputer. Et bien, pour faire le bilan, sur l'individuel masculin, les Français n'ont rien pu faire face à Johannes Bö, sacré devant son frère aîné Tarjei Bö et l'Allemand Benedikt Doll. Par contre, jeudi le lendemain, Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet ont brigué la médaille d'or sur le relais mixte simple. Puis est arrivé ce fameux week-end avec samedi les 2 relais et dimanche les 2 mass start, les grosses dernières courses de cette quinzaine mondiale. Un relais féminin remporté par Cocorico, les Françaises, avec Sophie Chauveau, Lou Jean Monod, Julia Simon et Justine Brezas-Boucher, et une médaille de bronze accrochée du côté des messieurs. Mine de rien, on ne l'attendait pas forcément, même si on l'espérait de tout cœur, mais au vu de leur forme... En tout cas, ça a fait du bien aussi que ces garçons-là arrivent à avoir cette médaille-là en relais. Ouais. Et surtout, la belle surprise des Suédois qui l'ont emporté devant les Norvégiens. Et puis, pour finir avec ces mass start, ces départs groupés, Quentin Fillon-Maillet a assuré son dernier tir et dernier tour pour prendre là aussi une médaille de bronze, tandis que Johannes Bö l'a emporté. Et sur la mass start féminine, c'est aussi la belle dernière petite touche, la belle petite larme qu'on a pu avoir, avec Justine Brezas-Boucher qui était profondément déçue et touchée sur ses courses individuelles d'avoir autant loupé au tir. Et bien la madame, elle répond, championne olympique en titre, 20 sur 20 au tir et médaille d'or à l'arrivée avec Julia Simon qui vient quand même prendre Lou Jean Monod, qui vient quand même prendre la 3e place devant Julia Simon et Lisa Vitozzi, l'italienne, qui vient se glisser. On aurait pu aussi avoir un petit triplé français, mais on crachera pas dessus parce que c'était tout à fait exceptionnel ce qu'ont fait ces Bleus. Bilan, France, première nation de ces mondiaux pour la 4e fois de son histoire, 13 médailles dont 6 en or. Seul Johannes Bö, dans les autres nations, a gagné plus d'une médaille d'or, alors que les autres sont simplement des Français ou des Françaises. Voilà. C'est beau. Rien à dire. Hein. Non, c'est Johannes. Hein. Il roule sur la discipline. Le mec, il est virtuose du ski. Hein. Ouais. Bon, chez les hommes, il n'y a pas de concurrence. Par contre, chez les femmes, on a quand même 3, surtout pour très rapidement, parce que comme ça, je vais pouvoir finir. Mais s'imaginer que sortir d'une quinzaine mondiale où nos Françaises confortent et confirment que leur saison est éclatante, pour ce qui est de jouer la victoire au gros globe en Coupe du Monde, on a quand même Julia Simon, Justine Brezas-Boucher et Lou Jean Monod qui sont dans le paquet. Plutôt avantage Justine, forcément, qui talonne Tendrevolt, mais Tendrevolt, la Norvégienne, qui a vraiment foiré. Donc là, je pense que l'ascendant psychologique et physique, on pourrait presque aussi viser 1 ou 2 Français sur un podium de Coupe du Monde et à se tirer la bourre jusqu'à la fin. Là, elles sont 2 et 3, Justine Brezas, 2e. Sur 2, 3, je vais pas dire de bêtises. Simon, elle était 4 la semaine dernière, mais avec ses 3 titres, elle allait... Non, les mondiaux ne donnent plus de points c'est vrai. En Coupe du Monde. Vrai. Donc là, on redémarre la saison. Ouais, donc Simon est 4. Voilà, et Justine est toujours 2e, mais à quelques points de Tendrevolt, mais je pense que sur la... Jean Monod, elle est 7. Ouais, mais physique, psychologique, et de gagner ces médailles-là, ça doit te... sur les dernières courses, là, je pense que tout mars, on va vraiment être très impatient de voir ce qui va se passer si ça continue là-dessus. Pour finir, un petit mot basket. Premier titre pour le Paris Basketball porté par Nadir Hifi et TJ Shorts en finale de la Leaders Cup. C'était ce week-end face à Nanterre. Le club francilien a assuré une remontée au score dans le 4e quart-temps. Il a emporté 90-85. Pour en arriver là, il avait d'abord triomphé vendredi soir en quart de finale de Saint-Quentin, 71-67. Puis de Monaco, la belle surprise aussi le lendemain samedi, 98-93. On est sur des beaux scores là quand même, parce qu'il n'y a pas de prolongation. Et surtout une grosse remontée dans le 4e quart-temps, 23-12 pour les Parisiens. Donc victoire pour leur premier titre donc en carrière pour le Paris Basketball. Et puis un petit mot sur le All-Star Game Weekend, surtout sur le match pour conclure ce gros week-end en NBA avec tout le panel des plus grandes stars outre-Atlantique, avec ce match entre Ouest et Est. Et c'est l'Est qui l'a remporté 211-186, mais c'est toujours assez anecdotique. Et là, je pense qu'on aurait pu s'éterniser. Là, on a appris un peu de temps sur les débats foot. Mais sur le Star Game Weekend qui perd vraiment en saveur, en intérêt, là j'aurais pu aussi balancer toutes les autres compétitions, mais pas eu grand chose à en tirer finalement. Il y a juste eu le contest 3-point entre Ionescu et
Et Curry qui était pas mal, mais la petite touche inédite qui était vachement bien parce qu'en plus c'était un vrai beau duel. C'était un vrai bon duel de bons shooters. Et je finis quand même, mon petit Maxime, pour ensuite introduire la première chanson de ce soir avec du water polo. Tu l'avais si bien rappelé avec Mathis la semaine passée. Les Bleus ont réalisé un parcours historique en terminant 4e des championnats du monde masculin à Doha au Qatar. Après une 2e place en phase de groupe derrière la Grèce, les Français l'ont emporté d'abord en play-off contre l'Australie pour rejoindre les quarts de finale. Et c'est là que ces Bleus à l'époque ont gagné à nouveau, non sans créer la sensation, à la dernière seconde. 11-10 face aux Hongrois, avant de s'incliner de façon assez cruelle finalement en demi-finale contre les Croates. 11-10 après tir au but, séance de tir au but. C'est ça. Et puis du coup malheureusement éliminés en demi-finale et qui ont perdu leur match pour la 3e place face aux Espagnols 14-10. Donc, mais 4e place quand même. Peut-être de quoi y croire pour les JO, une petite médaille, une petite breloque. De quoi y croire vraiment là. Ouais, bah oui, de quoi y croire vraiment pour le coup, ouais. Si on peut avoir une médaille aussi en water polo, on prend. De toute façon, je pense que tout le ministère prendra les médailles partout où il y en aura. Exactement. Et du coup, je me suis amusé, j'ai tapé. J'ai vraiment tapé un peu n'importe quoi pour essayer de trouver une chanson. Water Polo Song. Et je suis tombé sur The Water Polo Song qui s'appelle Choubidou de Sko Del Sol. Si jamais, je pense que vous avez traîné. C'est une musique d'entraînement, ça. Je pense que si vous avez traîné dans les clubs all-inclusive en vacances à l'étranger. En Croatie. Ouais, exactement. Et je pense que vous êtes tombé là-dessus. On vous laisse avec ça pendant 3 bonnes minutes et on revient juste après. Ne vous inquiétez pas, on reste là. Choubidou, c'est bien Choubidou. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal Choubidou. Choubidou de Sko Del Sol qui vient de passer à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Mais vous êtes bel et bien en train d'écouter la suite du Campus Sport Club. Pour rappel, cette émission qui sera disponible bien évidemment à minuit 1 sur campuslille.com dans la section programme et prochainement aussi sur YouTube, Spotify, Deezer. On ne change pas les bonnes habitudes. On va pouvoir avancer avec les news d'un certain Maxime. Maxime, comme de temps en temps je le fais, tu notes de 1 à 10 le mood de tes news. À 1, c'est désastreux, à 10, c'est la joie immense. Bon, on va dire 5. Allez. Ouais, ils se mouillent. Les gens ne se mouillent plus. On est trop pessimistes. 5, même 4. Allez, 4. Eh bien, très bien. Allez, c'est pour bien introduire là-dessus. De toute façon, on va commencer avec quelque chose de joyeux, j'ai l'impression. Vous avez suivi les dernières infos sport du moment, mais certaines vous sont passées sous le nez. Pas de soucis, les voici toutes réunies dans les news du CSC. Le spoil de Gaëtan. Ça, je suis désolé, mais ça part en bêtisier. Ah oui. Non, mais en fait, je me suis dit, pourquoi 5 Ah, mais lui, Thibaut Picole. Ah oui, c'est vrai, il y a un mort. La raclette. Non, mais lui, il y en a plein. Mais en plus, c'est bien, au cas où les gens n'avaient pas entendu, t'as rappelé ce que j'ai dit. Bien sûr. Non. Parce que le mot, c'est la séquence bêtisier. Pour bien être sûr qu'on ait bien compris, je veux qu'elle dure vraiment 1 minute. Ouais. Non, mais comme l'a dit Gaëtan, un mort, en effet, un décès, le décès d'Andreas Brehme. Comme souvent en ce moment dans ces news, on commence par une triste nouvelle. La légende du football allemand Andreas Brehme nous a quittés ce matin. C'est la famille de l'ancien arrière-gauche qui a transmis la nouvelle à la presse allemande. À 63 ans, l'ancien de la Mannschaft a succombé à un arrêt cardiaque. 6 semaines après Franz Beckenbauer, l'Allemagne perd un autre héros. Brehme avait en effet permis à la RFA de remporter la Coupe du Monde 1990, inscrivant le seul but de la finale sur penalty face à l'Argentine d'un certain Diego Armando Maradona. Et qui était sélectionneur ? Qui était sélectionné en 90 ? De l'Allemagne ? Mais oui. Ah, je sais pas moi. Tu viens de le dire. Beckenbauer ? Oui. Ah bah oui, putain, oui, c'est voilà. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. On continue sur du foot avec deux décisions qui étaient attendues. C'est maintenant officiel. 2 entraîneurs ont pris la porte de leurs clubs respectifs ce matin, à commencer par Gennaro Gattuso à l'OM. Le technicien italien de 46 ans a été démis de ses fonctions d'entraîneur. Arrivé fin septembre pour remplacer Marcelino, il n'aura pas su faire l'unanimité et l'OM traverse une période très compliquée, enchaînant les contre-performances comme face à Donetsk jeudi dernier, le nul 2-2, ou face à Brest dimanche soir, défaite 1-0 en supériorité numérique. L'entraîneur est remplacé par un entraîneur qui connaît bien la Ligue 1, Jean-Louis Gasset, à 70 ans, l'ancien coach stéphanois et l'ancien très proche sélectionneur ivoirien, a signé un contrat de 4 mois avec Marseille jusqu'à la fin de la saison. En Italie, Naples se sépare de son coach Walter Mazzarri à la veille du choc face au Barça. Venu remplacer Rudy Garcia, il aura fait moins bien que le français et Naples pointe à une inquiétante 9e place en Serie A. Il est remplacé par Francesco Cazzona, actuel sélectionneur de la Slovaquie, qui occupera donc une double fonction. Pour revenir sur l'OM, qu'est-ce que vous pensez, vous messieurs, de cette valse des entraîneurs à Marseille depuis le début de la saison ?
C'est même pas depuis le début de la saison, c'est depuis une décennie qu'on n'arrive pas à enchaîner plus d'une saison presque avec le même entraîneur à Marseille. Surtout, les seuls qui font une excellente saison s'en sont allés très rapidement. Enfin, le dernier en date, Tudor a fait une bonne saison. Qui fait super bien et qui explique que pour X ou Y raison, il y a toujours un petit motif qui vient gangréner en fait la situation de ce club. C'est un peu dommage et c'est sûr que sans stabilité, et on le voit, mais... Il n'y a que Paris, par exemple, qui peut se permettre de changer tous les ans d'entraîneur, mais parce qu'ils ont un effectif et de l'argent pour. Marseille, même avec le rachat de McCourt, il y a bientôt 10 ans, au final, de toute façon, en termes de fonds, en termes de moyens, ils peuvent pas faire, ils n'ont pas le champ des possibles. Et le problème, c'est que sans stabilité, tu peux même pas te permettre de viser toujours le haut de tableau, ce qui est pourtant le credo de l'OM. C'est ça, tu as un lien entre l'effectif et aussi la direction, mais même titre que Lyon. Hein, quand tu as vu ce conflit d'intérêt entre Aulas et Textor, ça va aussi impacter l'effectif au même titre. Le Lyon, à la limite, la différence, c'est que sur cette période-là, par exemple, Genesio. Nous, à l'OM, il y a quand même eu Rudy Garcia, qui a quand même fait un petit peu de bien sur une durée, mais ça a duré 2 ans. Là aussi, c'est pas très long. Lyon a quand même eu Genesio, il y a une certaine stabilité, 3-4 ans, une petite stabilité qui fait que le club aussi s'est toujours très bien porté sur ces eaux-là. Mais bon, pas grand-chose à en tirer non plus. Bon, on continue sur le foot, mais un peu d'extra sportif. Une nouvelle histoire de justice pour notre Ligue 1. Après les plaintes d'agression sexuelle contre Junia Ito, l'attaquant rémois, des supportrices lensoises avaient porté plainte après la rencontre entre Le Havre et Lens le 20 octobre dernier, choqué par les palpations de la sécurité du stade Océane. Ce mardi matin, le procureur de Havre a classé cette affaire sans suite. Ce n'est pourtant pas la première fois que cela est reproché à la sécurité du stade havrais. En effet, après les 12 lensoises, une supportrice brestoise et une autre lilloise avaient aussi déposé plainte, jugeant les palpations de la sécurité déplacées. Pour le procureur de la ville du Havre, ces plaintes ne sont jamais arrivées à son bureau. Les plaignantes peuvent toujours contester la décision. On continue avec un ras-le-bol général sur Twitter et Instagram. Les amoureux de sport n'hésitent pas à faire savoir leur mécontentement depuis quelques jours vis-à-vis des unes du journal L'Équipe. En effet, du 13 au 20 février, toutes les unes du quotidien sportif ont été consacrées au football, dont 5 au PSG et plus précisément à Kylian Mbappé. La plupart des internautes demandent pourquoi les biathlètes françaises ne sont pas mises en lumière après leur hiver exceptionnel, pourquoi le water-polo français ne l'est pas non plus, ou encore pourquoi le All-Star Weekend n'était pas en une. Alors moi je me tourne vers vous une nouvelle fois, messieurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces avis divergents en France sur les unes du quotidien L'Équipe ? Tu parles de toutes les unes parce qu'il y a des unes qui sont différentes en fonction des différentes régions. Hein, quand même. Ouais, il y a 2-3 petits changements en tout cas selon les régions. Les unes qui ont changé, c'était les soirs d'Europa. Avec il y en avait une pour Marseille, une pour Rennes et une pour une pour Lens. Non, pour Lens. Pour Lens. Et après, sinon, en Ligue des Champions, il y en avait une sur Mbappé et une sur le PSG en principal. Donc voilà. Mais en tout cas, pas de biathlon mis en avant. En tout cas, ça, très peu même. La dernière justement avant cette semaine-là, là, du 13 au 20, la dernière, celle du 12, c'était le biathlon français, c'était les Françaises. Et là, si j'ai compté du 13 au 20, c'est que du foot. Que du foot. Bah ouais, en fait c'est dommage parce qu'on a toujours ce même constat là de savoir c'est l'actu chaude donc on la met, donc c'est peut-être ce qui va faire vendre le plus, voir Kylian en une, voir le Paris Saint-Germain en une, peut-être qu'on trouve pas assez, le titre est peut-être un peu plus accrocheur, mais c'est vrai que c'est dommage de pas mettre en lumière le biathlon qui est pourtant une discipline où les Français sont à l'aise. Alors ils ont certes leur passe compliqué, mais c'est un sport où on excelle la plupart du temps. Donc c'est dommage de pas le mettre en avant. Et donc moi je suis d'accord avec eux. Donc j'ai pas fait le tweetos. Moi je fais que des tweets joyeux. Je suis super optimiste. Je vais pas cracher sur l'équipe, mais c'est vrai que c'est super dommage. C'est pas forcément trop leur credo, mais par exemple on pourrait être un peu déçu de pourquoi pas ne pas faire des unes partagées. Ouais, voilà, comme bien sûr. Déjà, comme pour les Jeux Olympiques, on avait eu l'équipe de France masculine, l'équipe de volley en dessous. Enfin, je veux dire, les équipes en plus, ça donc c'était les équipes en plus, magnifique, en bleu. Ouais, pour moi, c'est une de mes préférées de toutes celles que j'ai pu voir. Mais je veux dire, pourquoi pas aussi, du coup, quand c'est ambigu, les Françaises championnes du monde de relais en biathlon. Le biathlon en France, quand même, c'est pas rien. Même si t'as Mbappé à côté, mais tu peux peut-être essayer de faire une formule où tu consacres peut-être 2 tiers, 1 tiers, mais tu mets vraiment en avant quelque chose. Ouais, on met Mbappé sur les skis. Les jeunes, c'est faut expliquer, faut mimer ce que tu fais, faut expliquer. Là, je fais la célébration d'Mbappé. Les bras qui sont devenus passés sous la protection intellectuelle. On a parlé en off, mais c'est ça. Bon, voilà, un peu déçu, mais surtout pour les Françaises en biathlon, j'avoue.
On continue avec une autre affaire qui est une bombe dans sa discipline. À 10 jours de la reprise de la saison de Formule 1, une bombe est atterrie dans les paddocks cette semaine. À quelques jours du grand retour des monoplaces à Bahreïn, Christian Horner, le patron de l'écurie Red Bull, est la cible d'une enquête pour comportement sexuel transgressif. Alors que Verstappen et Perez se préparent pour défendre le titre de l'écurie autrichienne, ce dernier est visé par une plainte d'une employée de l'écurie qui a amené des pièces à conviction supplémentaires à l'affaire, notamment des messages échangés avec son patron. Pire, ce dernier aurait proposé à cette dernière une somme de 650 000 € pour passer cette histoire sous silence. En bref, le patron de l'actuel champion constructeur est plus que jamais sur un siège éjectable. Alors selon vous, dernier petit avis de ce soir, cette affaire peut-elle perturber l'écurie et notamment le champion du monde en titre, Max Verstappen? Je pense pas que ça perturbe tant que ça en Formule 1, dans le sens où la voiture et le pilote étant excellents, de toute façon les résultats vont venir. Mais par contre, c'est lui la grande figure de cette Formule 1 avec Toto Wolff, des deux dirigeants d'équipe F1 depuis plus longtemps en poste. Et de savoir qu'il puisse sauter du jour au lendemain aussi avec une histoire pareille aux fesses. En l'occurrence, c'est là pour lui, il a l'affaire aux fesses, mais voilà. Donc il y avait eu celui de Haas aussi, là, il n'y a pas longtemps, qui était là depuis très très longtemps. Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle. Gunther. Voilà, Gunther. Voilà. Mais effectivement, donc ça montre aussi que quand tu penses être installé à un certain niveau et être intouchable peut-être... finalement, tu l'es pas. Les vices, voilà, ça... Apparemment, ça sentirait quand même très 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 mauvais pour lui. Red Bull pense réellement à arrêter la collaboration, même avant le premier Grand Prix. Ce que je pense qu'ils peuvent se permettre, parce que Christian ça fait suffisamment d'années qu'en plus il a géré Max et Sergio. Ils savent quoi faire, ils connaissent l'organisme, ils connaissent l'équipe, ils connaissent l'industrie. Je pense que tu peux enlever Christian de l'équation, que Max et Sergio seraient quand même des leaders cette saison et essaieraient d'emmener Red Bull auprès des titres, il n'y a pas de problème. Allez, on termine par une dernière news assez triste. La nouvelle avait fait grand bruit au sein de l'équipe de France d'escrime à 6 mois des JO de Paris. Isaora Tibus, le nouveau visage de l'escrime féminine française, était annoncée positive à l'Ostarine le 8 février dernier. Présente à une compétition le 14 février, elle avait été contrainte d'abandonner après les résultats d'un test antidopage positif. L'Ostarine, pour rappel, qui est un médicament plutôt nouveau, interdit par l'Agence mondiale antidopage. Elle permet aux sportifs de prendre rapidement du muscle et avait été utilisée pour la première fois lors des JO de Sochi en 2014. La Française, qui a nié toute utilisation volontaire, a ce mardi annoncé qu'elle renonçait à l'analyse d'un deuxième échantillon et qu'elle optait pour une défense plus rapide à 156 jours des Jeux. Le temps presse pour la bleue, qui risque jusqu'à 4 ans de suspension. Ouais, là aussi, ça fait un peu mal pour elle. On espère que, surtout si elle est hors d'état de cause, qu'elle puisse participer à ces Jeux Olympiques, parce que c'est là aussi une belle chance de médaille. C'est la grande catégorie pour l'escrime. En plus de ça, on sait qu'elle est passée par une grosse période de dépression, d'échecs. Je veux dire, les derniers championnats du monde, et je crois qu'elle les a remportés, si je dis pas de bêtises. Ça reste à vérifier. Je vérifierai, je confirmerai ça plus tard, mais ouais, c'est dommage. On va voir la suite, parce que est-ce que l'utilisation de ce médicament a été prouvée? Voilà, on attend la suite de l'affaire, mais c'est vrai que à 100, t'as dit combien de temps des Jeux? 156 jours. 156 jours, c'est vrai que ça commence à être assez inquiétant. Ouais, on va faire le décompte dans le CSC. Il faudrait commencer à lancer jour par jour, semaine par semaine. Merci Maxime, en tout cas, pour toutes ces news. Bien que plutôt triste, 4, t'as peut-être été même un peu trop beau. 3-2. 3-2, ouais. 3-2. On va pouvoir prendre quelques minutes, messieurs, avant une seconde pause musicale. On avait discuté ensemble donc du débat du soir, on va pas avoir besoin de trop s'éterniser, puisqu'en plus on est encore au stade de nombreuses rumeurs, mais des grosses rumeurs qui peuvent avoir des grosses incidences quand même pour la suite et pour surtout le début de saison prochaine, avec l'histoire autour de Kylian Mbappé, qui aurait annoncé haut et fort au club dirigeant et certainement ses coéquipiers qu'il ne serait plus parisien à l'issue de cette saison 2023-2024, ce qui veut dire donc un départ cet été. Et évidemment, la question sera où. Et la question du soir était, est-ce que finalement Kylian Mbappé, ça serait au Real Madrid et nulle part ailleurs? Maxime, est-ce que toi Gunner, parce qu'il y avait aussi des discussions, enfin en tout cas la supposition... Pourquoi tu parles au passé? On va parler au passé. Moi je pense que malheureusement Gaëtan, tu souffles, mais c'est juste pour voir s'il est à fond là-dedans ou pas. Moi je pense que donc la question c'était, est-ce que c'est le Real ou rien? Voilà. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement oui. Après, est-ce que c'est le meilleur choix sportif dans sa carrière à faire? Personnellement, je ne pense pas.
D'accord. Voilà. Ok. Toi, Gaëtan, le Real Madrid, évidence pure et simple, c'est tout tracé ou Bah non, justement, on n'est pas certain qu'il aille au Real ou qu'il aille. J'espère qu'il sera heureux. Moi, je suis, je savais très bien dans tous les cas, on en avait parlé qu'il allait partir. Maintenant, où est-ce qu'il va aller Si je dis pas de bêtises, je crois que Newcastle était peut-être aussi un peu sur la piste. N'importe quoi, jamais. Si. Mais là, actuellement, Newcastle ne pourra jamais faire le coup Mbappé. Oui, non, mais... Ils seront pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Jamais il peut faire le coup Mbappé. Je sais pas, il y avait quel club était aussi intéressé. Pour moi, j'ai regardé tous les trucs, les derniers trucs qui sont sortis. On parle beaucoup de rumeurs, forcément, voilà, parce qu'il n'y a rien d'officiel. On tient d'abord à préciser. Mais à l'heure actuelle des choses, ce qui ressort le plus, ce serait 85% de chances qu'ils partent au Real. Là, aujourd'hui, on a eu l'info de Marca, selon eux, que Kylian Mbappé aurait déjà signé son contrat. Donc un contrat jusqu'en 2029, 15 à 20 millions de salaires par an et une prime à la signature de 50 millions d'euros. Voilà, donc ça c'est la grosse rumeur. Donc pour moi c'est 85% le Real. Je garde, même si Konaté l'a négativé en conférence de presse, mais je me dis que Liverpool garde une petite chance de 5-10% dans l'équation. Et je m'autorise à rêver que, comme l'a dit Carragher sur un plateau de télé pas plus tard que la semaine dernière, je cite, Kylian Mbappé voudrait rejoindre Arsenal pour devenir le nouveau Thierry Henry. Voilà, donc moi je continue d'y croire et je pense que justement que s'il devait partir quelque part, ce serait pas forcément Arsenal mais ce serait la Première Ligue pour moi qui pourrait être le plus intéressant pour lui sportivement, parce que d'un point de vue sportif on n'a jamais vu une Première Ligue qui est aussi compétitive qu'aujourd'hui. Enfin l'année dernière on l'a vu, Arsenal avait 10 points d'avance à un moment de la saison, ils ont perdu le titre. Cette année Arsenal, Liverpool et City se tiennent à 2 points à 10 journées de la fin. Derrière les autres poussent pour revenir. Voilà, je pense que la Première Ligue aujourd'hui pour lui c'est le meilleur championnat parce qu'il pourra se mesurer au meilleur, il pourra se mesurer à Haaland pour prouver qu'il est supérieur. Peut-être, pourquoi pas la Première Ligue. Est-ce que vraiment le paramètre numéro 1 chez Kylian Mbappé pour son choix, pour sa décision, c'est vraiment le championnat? Est-ce que c'est pas plutôt justement des envies, des aspérités Ligue des Champions vraiment? Ouais, ou peut-être un rêve de gosse. Il a toujours voulu aller au Real. On a aussi cette image de son idole qui était Ronaldo. Donc forcément, il peut aller à Al Nassr. Non, c'est une blague. S'il te plaît, Kylian. Kylian, si tu nous écoutes, s'il te plaît. Pas ça. Non, même pour 500 millions, on ne fait pas ça. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ouais, c'est ça, qui nous ramène en Ligue des Champions, ça serait bien. Avec Paris, qui sait, on sait jamais, peut-être cette année, pour sa dernière année au club. Mais ouais, le Real de Madrid, c'est vrai que ce pourcentage-là est pas déconnant. C'est vrai qu'il a le plus de chances de rejoindre le club madrilène. Ouais, aussi l'Angleterre, ça peut être une piste intéressante. Un championnat. Ça reste les deux championnats a priori où de toute façon ils à mon avis, de toute façon, ce sera pas l'Allemagne, ce sera pas l'Italie. Ce sera certainement pas d'autres. Voilà, à voir. Aucun club dans les championnats, que ce soit allemand ou italien, n'a les capacités financières pour faire venir un joueur comme Mbappé. Mais voilà, mais après, on parle sportivement, mais financièrement aussi. Si ce que dit Marca, moi je pense que c'est complètement faux, mais les infos, moi ça me fait pas, pour un joueur comme Kylian Mbappé, le contrat proposé ne me fait pas rêver. Enfin, 15-20 millions. C'était à peu près à l'époque un gros contrat proposé à Harry Kane. C'est Kane, là c'est ce que touche Kane cette année au Bayern. Voilà, mais honnêtement, très honnêtement, moi Mbappé, je m'attendais à un truc genre 30 millions par an, facile, tu vois. Et si le Real, on avait dit, le Real l'avait dit que de toute façon, la première proposition qu'ils avaient faite il y a deux ans à Kylian était bien plus élevée que ce qu'il ferait maintenant. Ouais. Voilà, mais aujourd'hui, la Première Ligue peut surenchérir. Et les moyens financiers, on sait qu'ils les ont. Que ce soit, Liverpool les a peut-être un peu moins. Ouais. Mais Arsenal, eux, de leur côté, ils ont un actionnaire qui, aujourd'hui, est capable et a la volonté d'emmener Arsenal loin et a les résultats pour. Donc pourquoi pas venir surenchérir sur ça. Et voilà, après... Il y a aussi certainement 2 autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. Le premier, moi, que je m'étais noté dans un coin de ma tête, c'est aussi forcément qui pour diriger Kylian Mbappé. À savoir que, par exemple, entre Liverpool et le Real Madrid, qui sont les 2 équipes forcément les plus pressenties, dans un cas, Carlo Ancelotti a prolongé jusqu'en 2026, alors qu'il était pressenti pour être sélectionneur du Brésil à compter de cette fin de saison. Finalement, il est là jusqu'en 2026, c'est important. Alors que d'un côté, c'est Jürgen Klopp qui était censé être là jusqu'en 2026 et qui s'en va dès cet été. Là aussi, l'inconnu d'un entraîneur joue, à mon avis, pour beaucoup. Enfin, Kylian, il va pas se jeter dans une équipe sur le jeu. Ouais, ça serait. S'il prend la Première Ligue, le problème, c'est que
s'il va à Liverpool, pour moi, l'année Mikel prochaine... Arteta a presque cet avantage-là par rapport à Arsenal-Liverpool. Je parle admettons un duel qui pourrait exister pour ce qui est d'une direction Premier League. Arsenal a peut-être ce petit avantage. Voilà, parce qu'on a la stabilité d'Arteta depuis quelques années. Mais pour moi, je pense que l'année prochaine, Liverpool ira chercher Xabi Alonso au Bayer Leverkusen. Mais après, est-ce qu'il serait prêt à tenter avec Xabi Alonso? Je ne sais pas. Mais pour moi, je pense que Ancelotti, c'est un choix que lui déjà a validé de son côté, parce que dans sa tête je pense qu'il veut le Real, mais je pense que Ancelotti c'est validé dans sa tête, c'est un des plus grands entraîneurs de l'histoire du sport européen. Après Arteta c'est un très jeune, est-ce que justement il n'y aurait pas ce truc de il est jeune, un peu inexpérimenté, je peux peut-être faire ce que je veux, et comme au PSG reprendre ce truc de c'est moi qui décide de ce que je fais, et voilà. Après on sait pas, mais à voir. En tout cas, tout ce feuilleton va provoquer, je pense, tout un plein de changements à la fois sur le club, mais aussi à l'intérieur du PSG. Enfin, je veux dire sur le futur, construire l'après Mbappé, avoir un club sans gros leader, sans grosse star. Enfin, je veux dire. Ça fait 10 ans qu'on n'avait plus vu ça. On a eu Zlatan Ibrahimovic. Après, on a eu un Edinson Cavani avec André Di Maria, Thiago Silva. Puis après, forcément, l'arrivée des gros stars, Neymar. Tu sais que quand Zlatan s'en va en 2016, il y a juste une saison de battement avec la remontada, mais à 2017, t'as tout de suite Neymar et Mbappé qui débarquent. Ouais, mais surtout, ça veut dire que l'enchaînement, il est là. Et surtout, en plus, on avait Edinson Cavani pour reprendre le flambeau, en plus qui nous enchaîne la meilleure saison de sa carrière pour l'instant. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr qu'il en ressorte une comme ça. Monsieur, un but par match, si ce n'est plus. Il est où maintenant Cavani d'ailleurs? Il était parti. Non, il était reparti en Amérique du Sud. Non, Valence, il a peut-être raison, il est à Valence. Non, il a fait Valence et je crois. Mais non, attends, mais si, Boca. Il me semble, hein. Mais Boca Junior, mais il a fait Valence avant. Mais Boca Junior, quelle équipe sud-américaine, mais il est à Boca. Oui, mais il évolue à Boca, mais l'année dernière, il était à Valence. Oui, mais là, il est à Boca. Ouais, là, il est à Boca. Et donc voilà. Mais par contre, pour revenir, pas sûr que Xabi Alonso, à mon avis, veut tenter l'aventure européenne avec le Bayer Leverkusen l'année prochaine, si on a une. Mais c'est même fort probable. Je crois pas. Attends, mais je crois pas du tout. Tu construis une énorme saison avec le Bayer Leverkusen cette année, ça m'étonnerait que tu veuilles pas tenter avec le même effectif l'aventure européenne. À moins que tes dirigeants te disent excuse-moi Xabi, mais on va vendre nos stars parce qu'on nous réclame 100 millions. Là, il peut être dégoûté. Tu vas perdre tous tes joueurs parce que Wirtz, Liverpool le veut. Non, mais Wirtz, ça fait 2 ans que tout le monde le veut. Wirtz, Liverpool le veut. Frimpong. C'est pas nouveau, Wirtz. Frimpong, ils ont fait les cons à lui mettre. Boniface, je pense à. Frimpong, ils ont fait les cons à lui mettre une clause à 30 millions dans son contrat. Il partira sûr cet été. Boniface, c'est quasiment sûr qu'il va partir. Voilà, après on peut faire le monde, mais Grimaldo, ça se trouve, il va partir. Tapsoba, va partir. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Le PSG va se jeter dessus à coût de 50 et de 80 millions. Non, et le dernier petit paramètre, mais on va devoir quand même ne pas plus tarder que cela, mais c'est aussi forcément avec qui va jouer Kylian Mbappé sur le terrain. Et le Real Madrid a peut-être aussi ce poids de ne pas avoir à dépenser 200 millions pour le racheter au Paris Saint-Germain et du coup pouvoir financer aussi les autres joueurs de ce mercato pour venir compléter Kylian Mbappé qui vont construire cette équipe future. Aussi, je comptais, sachant qu'ils ont déjà bien anticipé. Enfin, les deux Brésiliens au milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni. En défense, peut-être un petit poil de jeunesse à avoir. Mais je voulais revenir sur un paramètre aussi, c'est que le Real possède un truc que les clubs de Première Ligue ont, mais en moindre quantité. C'est que eux, ils ont 2 Français. Le Real dans leur effectif avec qui Mbappé s'entend mais très très bien. Tchouaméni et Camavinga sont 2 des meilleurs amis. Ils sont partis pour jouer 15 ans en équipe de France ensemble. Voilà. Et alors que à Liverpool, il y a Ibrahima Konaté, à Arsenal il y a William Saliba, mais on les voit beaucoup moins proches que ce qu'on voit Camavinga et Tchouaméni avec Mbappé. Donc forcément, c'est peut-être un facteur en plus qui fait que Mbappé se dirigerait vers le Real. Mais voilà, après. Au Bayern, avec Upamecano, il prendra des rouges. On pourrait en parler d'Upamecano. Bon, voilà en tout cas pour cette page, ce feuilleton Mbappé qui va nous poursuivre jusque facilement au 1er juillet. D'ici à ce que les rumeurs deviennent officielles ou soient démenties, bien sûr. Et la presse espagnole dit souvent beaucoup de bêtises. Variez vos sources. Donc, attention et variez vos sources. Très important. Allez, deuxième intermède musical avant d'attaquer cette fin d'émission du CSC avec des petites questions pour vous départager dans la foulée et les immanquables de Gaëtan. Sans transition, je lance la seconde chanson No Roots d'Alice Merton pour un peu s'ambiancer. Et on se retrouve juste après pour les 10 dernières minutes de cette émission. No Roots. Alice Merton, c'était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM.
Vous êtes de retour pour la suite de ce Campus Sport Club, émission qui sera bien sûr disponible sur campuslille.com à partir de minuit 1. Et on l'espère que vous serez toujours avec nous. D'ici là, il reste 10 bonnes minutes. On poursuit avec toujours en ma compagnie Maxime et Gaëtan. Maxime et Gaëtan, on va profiter de ce petit instant de pause et de répit pour moi, façon de parler, même pas vraiment pour vous, puisque vous allez vous défier. C'est le retour d'un petit moment jeu, petit moment quiz dans le CSC. C'est simple, ce soir, j'ai concocté des petites questions autour des phases finales des Coupes d'Europe. Phase finale des Coupes d'Europe, notamment autour de cette saison, que ce soit la C1 avec la Ligue des Champions, la C3 avec la Ligue Europa ou la C4 avec la Conference League. Gaëtan, il est pas serein. Gaëtan, est-ce que t'es pas serein pour ton cas ou à cause de Maxime qui est dangereux? Non, moins serein pour mon cas. Après, je sais que Maxime a beaucoup suivi, suit aussi les années précédentes, mais a suivi cette année, moins suivi. C'est pour ça que ça m'inquiète et que ça m'aurait plus arrangé d'avoir un quiz plutôt basé sur l'histoire de la Coupe d'Europe, mais écoute, je vais tout donner. Ça sera la prochaine fois, Gaëtan. Si tu gagnes ce soir, tu as la main et tu choisiras le prochain quiz en espérant que tu sois là. Sinon, c'est un peu bête. Première question, messieurs. Sur les 6 finalistes des 3 Coupes d'Europe de l'an passé, combien sont encore en lice dans l'une d'entre elles cette saison? Combien? Sur les 6 finalistes? Oui, combien sont encore en lice? Donc, 3. Non. Non, 2? Non. Non, 4. Non. 5. Oui, Gaëtan a le point. 5, il y a seulement le FC Séville. West Ham, ils sont en quoi? Ils sont en Europa League? Ils sont en Ligue Europa, puisque oui, ils sont en Ligue Europa. L'Inter et Manchester City, les finalistes de C1, sont encore en Ligue des Champions. Rome et West Ham sont en Ligue Europa. La Fiorentina est toujours en Conference League. Seul le Séville, qui avait gagné la Ligue Europa et qui s'est fait sortir en phase de poule par le Lens, au final, du coup, qui est la seule équipe manquante. Sur les 16, deuxième question, sur les 16 clubs de C3 et C4 qualifiés en 8e, donc dans l'attente des résultats des 16e qui sont en cours, combien de pays sont représentés, selon vous, sur les 16 équipes? 5. Non. Quelle bêtise. 9. Non, plus. 13. Moins. 12. C'est Gaëtan qui prend le point. Gaëtan, de toute façon, tu peux prendre les points. Sur les 16 clubs, il y a 12 pays représentés, puisqu'il y a 4 Anglais, 2 Italiens. Et après, c'est un club de presque chaque pays, un Écossais, un Espagnol, un Serbe, un Allemand, un Français avec... Lille, bravo, qui est qualifié pour les 8e. Un club israélien, un club tchèque, un club belge, un club grec et un turc. Enfin, avec Fenerbahçe. Il y a quand même dit 5. À votre avis, donc 2-0 Gaëtan, quel club a subi pour le moment le plus lourd revers des phases finales européennes en nombre de buts d'écart et sans avoir marqué? Sans avoir marqué, ah putain. Oui. Attends, tu peux répéter? Ils sont actuellement en cours. Quel club qui en ce moment est en train de disputer, donc est en train de jouer, soit en 16e dans les petites, soit en 8e en Ligue des Champions, a subi pour l'instant le plus gros revers en nombre de buts d'écart et en plus sans avoir marqué dans la rencontre? Non, mais je dis non, mais pas. Il y a Rennes, il y a eu plus que Rennes. Non, c'est Rennes. Le point. C'est Rennes, 3-0. C'est le plus gros revers. Ouais, c'est Rennes contre Milan. Ouais, j'aurais dit Copenhague, mais Copenhague, je suis pas sûr qu'ils aient pris une rousse. 3-1. Ah ouais, ouais. Donc non, ça ne marche pas. 3-1. 3-0, ouais. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ce soir au Campus Sport Club? Attends, je suis obligé de couper ton micro si tu cries comme ça. Alors, quatrième question, Gaëtan qui mène 3-0. Attention, Maxime, ressaisis-toi. La Lazio Rome, opposée au Bayern Munich, est opposée au Bayern Munich en 8e de finale, ça on le sait. Ça en ce moment. Fait son retour en phase de finale de la Ligue des Champions après sa dernière apparition, c'était lors de la saison 2020-2021. Quel club l'avait éliminé à cette époque en 8e de finale? Le Bayern, non? Bravo, c'était déjà le Bayern Munich. Gaëtan, je sais pas si tu l'avais, t'as pas osé. Non, je l'avais pas. Ouais, c'est le retour. La Lazio, elle était déjà en 8e de finale, donc à l'époque en 2020-2021, elle était déjà tombée face au Bayern et cette année, elle est encore opposée face au Bayern, mais elle a gagné le match aller 1-0. Alors qu'à l'époque, elle avait perdu 4-1 et 2-1. Ouais. Ça avait fait un peu mal. Rapidité celle-là parce qu'elle est évidente. Qui est l'adversaire du RC Lens en 6e de finale? Fribourg. Oui. Attention, Maxime qui recolle. 3-2. Attention, question qui s'enchaîne. Pouvez-vous me dire justement quelle est la meilleure performance européenne du club allemand dans son histoire en Coupe d'Europe? Demi-finale? Non. Quart? Non. Finale? Non. 8e? Oui. Mais 8e de quoi? Pour le point? De l'Europa? Oui, c'est bon. Maxime qui égalise. Ouh, la remontada! Arrêtez de crier dans les micros. Oh la vache! Ou reculez quand vous criez dans les micros. 8e de finale de C3, c'était la saison passée, éliminée par la Juventus. Oui, exact. Oh, mais immanquable. 7e question.
Lille est le seul représentant français en Ligue Europa Conférence, bientôt renommée Ligue Conférence de l'UEFA. Jusqu'à quel stade de la compétition doit aller au minimum le club français pour faire mieux que tous les autres clubs tricolores dans l'histoire de cette nouvelle Coupe d'Europe? En finale. Ouais, bravo. Puisque Marseille a fait 2000 l'année dernière. Exactement, non, la première. Il y a 2 ans. Pardon. Il y a 2 ans. Donc Lille doit faire finaliste. Attention, cette belle remontada 4-3. Maxime, si tu prends cette question, c'est gagné pour toi et on va pouvoir enchaîner avec les immanquables de Gaëtan, d'un air dépité évidemment. Qui est, pour le moment, le meilleur buteur français en Coupe d'Europe sur les 3 confondus? C'est Kylian Mbappé? Avec 5 buts. Non. Ah, français, tout confondu? Terry. Qui? Non. Tout, pas forcément en club français? Un Français. Mais pas forcément dans un club français? Un Français, j'ai dit. Le meilleur buteur français dans les Coupes d'Europe en ce moment, avec 5 buts. Pour l'instant, qui est? Thuram? Non. David? Non. David, pas français. Non, mais oui, oh là là. Non, j'ai compris club français. Attention, il a joué ce soir. Griezmann? Oui, c'est victoire de Maxime. Désolé, Gaëtan. Désolé. J'ai compris club français. Ouais, mais moi aussi, qui est pour l'instant le meilleur buteur français en Coupe d'Europe cette saison avec 5 buts. Voilà, c'est français. Écoute, tu as 3 minutes pour tes immanquables et après ton petit jingle, mon petit Gaëtan. J'espère que tu peux quand même garder le sourire malgré cette courte mais défaite. Événements et confrontations, les incontournables de la planète sport, c'est maintenant dans les immanquables du CSC. À toi, Gaëtan. Et oui, on commence les immanquables par du foot et les 2 derniers 8e de finale aller de la Ligue des Champions à ne pas manquer demain soir. De belles affiches avec Arsenal en déplacement à Porto. Impossible de rivaliser avec la forme actuelle des Gunners d'Arteta qui ont entamé cette année 2024 sur les chapeaux de roue. 5 victoires consécutives en championnat, un record pour ce club londonien qui devra mettre fin à la malédiction des 7 éliminations consécutives à ce stade en C1. FC Porto Arsenal, c'est ce mercredi 21h sur la chaîne beIN Sport. Deuxième affiche, un séduisant Naples-Barcelone, un 8e entre 2 champions en titre, actuel 9e du championnat avec un bilan de 2 défaites et 2 nuls en 5 matchs, et le Napolitain se voit affaibli par un second licenciement cette saison. Francesco Calzona fera donc ses débuts dans le grain bain face à Barcelone, invaincu depuis 4 matchs en championnat. Désormais focalisé à 100% sur l'Europe. Peut-on espérer un retour de Naples au plus haut niveau? Réponse demain soir à 21h sur Canal+ Foot. Un peu d'Europa League à présent, 16e de finale, retour pour nos clubs français qui nous donneront, on l'espère, un peu plus de matière que la semaine dernière. Lens en déplacement à Fribourg avec l'ambition de se qualifier pour les quarts de finale. Le match aller s'était conclu sur un score nul à Bollaert, 0-0. Affaire à suivre pour les 100 € de Franck Hez ce jeudi 22 février à 18h45 sur RMC Sport. Allez, on lâche notre fricadelle pour la galette saucisse et son lait ribot avec Rennes. Dernier club à représenter l'Ouest sur la scène européenne. Un exploit. C'est de cette manière qu'on pourra qualifier ce match retour si le Stade Rennais s'impose face au Milan AC ce jeudi. Le Roison Park en furie pour l'exploit de l'année. Jeudi à 18h45 sur RMC Sport. Avec un match nul de partout en Ukraine, les Phocéens devront faire beaucoup mieux au Vélodrome face à un Shakhtar mal en point sur ses 11 dernières confrontations à l'étranger. Marseille-Shakhtar jeudi à 21h sur W9. On achève ce chapitre européen par Toulouse qui accueille le leader du championnat portugais Benfica. Match à suivre sur RMC Sport à partir de 18h45. Allez, encore un peu de foot. J'ai sélectionné pour vous les meilleures rencontres des championnats européens à suivre ce week-end. En première ligue, Arsenal-Newcastle à 21h sur Canal+ Foot. De la Ligue 1, avec bataille du bas de tableau, Lorient 15e accueille Nantes 16e. Un très bon match du samedi après-midi sur Amazon où on espère voir Mohamed Bamba briller une nouvelle fois. Et enfin, rencontre du dimanche 18h30. En Bundesliga, Bayern, Leipzig. Place au rugby avec le tournoi destination pour rythmer notre week-end, avec un Irlande-Pays de Galles samedi à 15h15 et un Écosse-Angleterre à 17h45. 2 matchs à retrouver sur France 2, sans oublier le match du week-end dimanche 16h. France-Italie en métropole lilloise au stade Pierre-Mauroy. Le 15 doit absolument se rassurer après un début de tournoi compliqué. Place au MMA avec 2 belles oppositions, surtout une très belle opposition. Celui de Fares Ziam qui fera face au Péruvien Claude Puelles. Une victoire qui pourrait propulser Fares dans le top 15 de la catégorie des poids légers. Merci beaucoup Gaëtan, malheureusement un peu court forcément, toujours ces immanquables, mais on aura bien profité. Merci Maxime, aussi vainqueur du petit quiz du soir, qui devra remettre son titre en jeu, peut-être face à Gaëtan pour une prochaine émission. Pas de souci. En tout cas, le Campus Sport Club reviendra de plus belle toujours les mardis soirs 23h minuit. Et puis moi d'ici là, je vous dis, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.